Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'assister à cette conférence qui va traiter des pollutions liées au transport maritime, donc plus particulièrement du navire, de sa mise en circulation à sa fin de vie. Thématique qui trouve particulièrement écho pour nous en ce moment, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, un cargo s'est échoué à Anglet, provoquant une pollution par hydrocarbures, mais également beaucoup de questionnements liés à son démantèlement. Quelques petites informations techniques. Donc, nous sommes suivis en streaming par des personnes. Donc, je tenais à remercier Rémi Touja qui s'occupe de tout l'aspect technique de nos conférences et qui permettent à des personnes qui ne sont pas là de nous suivre. On va poser les questions, on va assister à la présentation des deux conférencières et on posera les questions. Et il me semble que Boris, qui est par là dans la salle, va vous faire passer pendant la conférence un petit questionnaire pour apprendre à mieux connaître le public qui vient aux conférences de Surfrider. Donc sans transition, je vais vous présenter nos deux conférencières. Donc à ma droite, Antilia Sitores, que certains d'entre vous ont certainement vu sur BFM ces derniers jours, ou sur iTélé, qui est coordinatrice juridique et lobby au sein de Surfrider, mais également experte en transport maritime. À ma gauche, Delphine Rutter, je l'ai bien dit ? Oui, ok. Qui est chargée de communication au sein de la plateforme d'ONG Shipbreaking. Sans transition, je crois qu'on a une petite vidéo pour présenter l'ONG. Apparemment, il y a une transition. Sinon, je peux y accéder via l'outil, mais je sais pas. Est-ce qu'il nous entend ? Je laisse Delphine présenter la vidéo. Ah oui, ok, pardon. Donc en fait, il s'agit d'une vidéo qui n'est pas destinée au grand public, mais qui est une vidéo qui a été pensée pour les armateurs, dans le sens où on voulait que les armateurs comprennent que le démantèlement des navires doit être fait dans des conditions sérieuses. Ah, pardon. Et donc du coup, c'est une vidéo qui peut expliquer le problème au grand public, mais le message final est adressé aux armateurs. C'est pourquoi elle se termine comme cela. Right now, about 50,000 ships are roaming the seven seas. At the end of their life, about 80% of all ships end up in Bangladesh, India, or Pakistan. In these countries, ships are just rammed onto the beach and dismantled by often unprotected and underpaid workers under very dangerous conditions. Both people and the environment are harmed. International law is quite clear on the fact that developed nations are not allowed to dump their waste in developing ones. Then why is it that the majority of Western ships containing asbestos, heavy metals, oil residues, and many, many other toxic materials end up there anyway? Well, at the moment, it's just too easy to evade the law. Ship owners can choose profit over responsibility without too many consequences for them. It's literally as easy as changing the flag of a ship. But things are changing. People are becoming more aware of environmental and human rights issues worldwide. The world is getting smaller, becoming more interconnected and transparent. What used to happen out of sight is now in the public's eye, and it's increasingly difficult to hide an ugly truth. Ships can always be traced to their former owners and their customers. Brands that have taken decades to build are easily harmed by association with such malpractices. Your company has a choice. The business for green recycling is growing. Are you with the frontrunners, the ones who innovate with a true long-term vision? As a good corporate citizen, make sure you keep your license to operate in the global community.
Donc en gros, c'est une vidéo évidemment qui a été produite en anglais parce que la majorité de notre travail est faite en anglais, mais le message principal, c'est qu'il y a 80%, ou à l'époque où on avait fait cette vidéo, 80% des navires au niveau mondial qui sont échoués sur les plages d'Asie du Sud. Chaque navire peut-être à des quantités différentes, peut contenir des substances dangereuses. Et donc nous invitons, via cette vidéo, les sociétés à considérer non seulement les risques qui sont liés à la pollution, mais aussi à la contamination de l'environnement et des travailleurs. Donc voilà, pour le reste, je vais détailler ça un peu plus tard. Donc pour commencer, peut-être une brève présentation de Surfrider. Je vais inviter les gens qui sont au fond à vous asseoir. Il reste des places, hein, n'hésitez pas. Donc Surfrider Fondation Europe, une ONG de protection de l'environnement, mais aussi des usagers qui existent bientôt depuis plus de 25 ans. Donc notre présence sur le littoral et à travers différents programmes de travail nous permet d'être présents en Europe, mais aussi à travers le monde. Je vais avoir un petit problème technique pour passer mes slides. Je suis désolée, je vais mettre Christina à contribution. C'est bon, vas-y. Donc, un réseau international avec qui nous travaillons dans des objectifs concrets, partagés souvent avec Shipbreaking pour lutter contre les pollutions et pour que bientôt cette tenue ne soit pas la tenue obligatoire pour aller surfer prochainement. 5 axes de travail, mais celui qui nous occupera ce soir, c'est le transport maritime. On pense souvent à l'Erika, cette semaine on pensera au Luno. Mais beaucoup de cas, vous allez voir ce soir, peuvent aussi nous occuper autour de la thématique du transport maritime. Surfrider, dans le cadre de son action, tend, comme ce soir par exemple, à sensibiliser, à informer, mais aussi à agir auprès des politiques, parfois agir en justice, je reviendrai en détail dessus, ou encore dans le domaine de la recherche au travers de l'étude de polluants chimiques ou autres sur les territoires. Le transport maritime. Souvent, on pense transport maritime, hauturier, haute mer. Il faut savoir que la plupart du transport maritime se fait par ce qu'on appelle du cabotage, c'est-à-dire que les navires vont rester dans la zone des 200 milles plus près de la côte et donc ne vont pas traverser les océans et les mers et donc plus près de la côte, plus facilement s'échouer sur la côte aussi. C'est un cas qu'on a pu voir récemment et nous avons une courte vidéo pour vous montrer un petit peu le trafic au niveau international et son intensité sur certaines zones comme le détroit de Gibraltar, le canal de Panama et autres. Donc je vais vous laisser découvrir cette vidéo. Non, cette vidéo en fait est basée sur des données qui sont satellitaires et qui permettent, il faut savoir que chaque navire est équipé d'une sorte de boîte noire qui permet d'être suivi par tracking satellitaire et on peut ainsi reconstituer les différentes routes maritimes qui sont représentées sur le globe. C'est ça. Merci. Animatrice technique. Right now, about 50,000 ships
faut savoir que 90% donc, des marchandises que vous trouvez dans vos commerces sont à un moment donné montées sur un bateau. Donc on se dit, les navires, c'est loin, c'est quelque chose qui ne va pas forcément me toucher, mais au final, ça touche votre quotidien au travers des marchandises que vous consommez. La présentation de ce soir vise à évoquer les différents types de pollution que l'on peut trouver autour du transport maritime. Accidentelle, souvent on parle des marées noires, mais il y a d'autres cas. Volontaire, donc avec une intention de polluer, ou opérationnel, c'est-à-dire lié au fonctionnement dit normal du navire. Donc je vois pointer la question, non, ce n'est pas le Costa Concordia, mais je garde un peu de suspense. C'est bon. Ah, pardon, comme ça défile pas. Donc je ne vais pas m'appesantir sur les marées noires. On connaît l'Erika, on connaît le Prestige. Depuis 2002, Surfrider s'est largement investi sur cette question des pollutions liées au transport maritime et à l'investissement des bénévoles par rapport à ces pollutions. Je vais tenter de m'investir sur d'autres thématiques liées aux pollutions accidentelles et notamment les pollutions par hydrocarbures de soute. Qu'est-ce que ça veut dire hydrocarbures de soute? Donc ça va être des pollutions, vous avez peut-être pu l'entendre, qui sont liées à la propulsion du navire. Donc ce navire qui est venu s'encastrer la semaine dernière maintenant sur la plage d'Anglette a perdu le gasoil qui servait à sa consommation. Comme tout à chacun a du carburant dans sa voiture, un navire a besoin d'énormément de carburant en fonction de la route qu'il va faire. Et s'il s'échoue ou s'il a un accident, ce carburant peut s'écouler. Alors, ça paraît surprenant comme ça, mais ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de pollution. On a eu un autre cas qui était en Bretagne, il y a plusieurs années maintenant, le Técabré-de-Même. Exactement le même cas de figure. Période de tempête, le navire essaie de se mettre à l'abri, l'ancre rip, et le navire vient échouer sur la Ria d'Étal, donc du côté du Morbihan. Même pollution et peut-être même solution, mais j'espère que ça sera avec de meilleurs moyens. On en reparlera aussi sur les moyens, on le verra, de démantèlement. Donc hydrocarbures de soute, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, qu'on n'identifie pas de la même façon qu'une marée noire, puisqu'on va avoir un fuel qui est beaucoup plus léger et des systèmes de nettoyage beaucoup plus techniques. C'est aussi pour ça que Surfrider n'appelle pas les bénévoles à participer à ce type de nettoyage, parce qu'il y a besoin de pompage avec certains filtres et de savoir technique pour l'effectuer. Troisième cas, et c'est aussi une recrudescence ces temps-ci, j'ai choisi ce cas-là en particulier qui n'est pas du tout connu des côtes européennes, parce qu'il est allé s'échouer pendant la Coupe du Monde de rugby, donc passé encore plus inaperçu. C'est le navire Rena. Donc ce navire est un porte-conteneur. C'est aussi pour distinguer pollution hydrocarbures et pétrolier. Les pollutions hydrocarbures là qu'on va distinguer, là on est sur un porte-conteneur. Donc un porte-conteneur peut aussi provoquer une pollution hydrocarbures. Là, c'était le cas donc avec ce navire qui a perdu ses conteneurs, qui s'est perdu lui-même parce qu'il a fait naufrage, et qui a aussi perdu des hydrocarbures. Donc on va voir une multitude de pollutions. On n'est plus juste sur de l'hydrocarbure, on va avoir un cumul de pollutions. Et c'est des cas qu'on a de plus en plus recrudescents avec cette pollution de conteneurs perdus. On l'a en particulier avec ces saisons de tempête, mais c'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent depuis à peu près 2007, puisqu'on a un gigantisme de plus en plus important des navires. On va avoir des navires maintenant qui vont porter jusqu'à 19 000 boîtes. 19 000 camions remorques transportés par un navire. S'il s'échoue, c'est 19 000 remorques à l'eau. En termes de chiffres, sur les pertes de containers, on a à peu près dans les eaux européennes entre 2000 et 2500 conteneurs perdus par an. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait 2500? 2500 au niveau européen, on est sur plus de 80 000 tonnes de marchandises qui partent à la mer. Donc c'est des coûts pour les assureurs, des coûts pour la marchandise et évidemment un coût pour l'environnement. Quelques exemples plus ou moins connus, mais pour expliquer qu'il y a plusieurs sources aussi de naufrages.
le MSC Napoli, donc un des premiers, Manche Ouest, une tempête, il vient s'échouer. Le Florida, donc là on a un problème de stabilité du navire, c'est-à-dire un effet domino, un mauvais calage des conteneurs, et dans la zone portuaire, on va avoir tous les conteneurs qui sont en train de tomber à l'eau. Donc il y a aussi un problème d'équilibre parfois sur ces navires, puisqu'on va juste se fier sur la déclaration du poids des conteneurs et la stabilité peut être un peu mise en danger par un manque d'informations au final sur le contenu de ces conteneurs. Le Mole Comfort, qui a fait un peu plus parler de lui dernièrement, et qui est voilà, un des derniers cas qu'on a eu dans l'océan Indien. Merci. Qu'on a eu suite, alors bon là c'est pas la tempête, c'est la mousson, mais c'est le même résultat. Et là aussi un naufrage, énormément de conteneurs à l'eau. Donc on voit c'est quelque chose qui revient de plus en plus et dans toutes les zones du globe. Autre cas, le MSC Flaminia. Donc là on a carrément une explosion à bord. Donc c'est la marchandise à bord qui va faire qu'on va avoir ce naufrage. Et une difficulté, donc celui-là il a pu être récupéré finalement en Allemagne, mais une difficulté d'intervention pour éteindre le feu, d'identification des contenus et de secours des marins, parce qu'il y a aussi une question de vie à bord qui est importante. Dernier cas, aussi un des plus récents, qui est une collision. Donc un trafic qui s'intensifie, les porte-conteneurs ne connaissent pas la crise, c'est un des trafics qui est le plus en plus en développement avec une massification importante. Donc, plus on est sur la route et plus il y a de risques d'embouteillage et plus il y a de risques d'accident. Je voulais faire un petit focus sur ces dernières semaines, ces derniers mois, puisque sur ces derniers mois, on a eu en plus des pertes de conteneurs isolés. Donc pas forcément des naufrages de navires, mais certains navires qui vont, pendant leur trajet, dû à des conditions de météo, perdre des conteneurs. Donc on voit le Koska Nagoya, 79 conteneurs perdus, 14 conteneurs perdus, 3 conteneurs perdus. Bon, on pourrait imaginer que ça n'a pas forcément de conséquences. Cela dit, on peut arriver avec des déchets qui sont relativement, j'ai envie de dire, originaux, mais qui peuvent s'avérer complètement dangereux pour les bénévoles à terre. Des stocks de seringues sur énormément de plages qui vont être déversés petit à petit. Le dernier d'arrivage est arrivé à peu près au mois 6 février, alors qu'on a un naufrage, enfin une perte au 14 janvier. Donc une pollution qui est étendue dans le temps et qui est étendue sur la zone, puisque le 6 février, on a des seringues qui sont arrivées à Nantes-Saint-Nazaire. Donc là, énormément de cas de pollution originale parce que ça n'est plus de l'hydrocarbure, les gens ne sont plus forcément habitués à ce genre de pollution, enfin ne sont pas habitués à ce genre de pollution, et des difficultés pour communiquer auprès des bénévoles, à savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va aller ramasser les tubes de crème de nuit ou est-ce qu'on met en place des veilles spécifiques, une gestion de crise. Donc, au-delà de cette gestion de crise, par la suite, on a toujours au final une pollution du navire qui va aller vers le déchet aquatique. On a moins de pollution hydrocarbures, mais une pollution naissante, nouvelle, qui est celle des déchets aquatiques. Donc on l'a vu avec les conteneurs qui vont amener différents déchets, parfois plastiques, mais aussi des naufrages. Donc là, c'est vraiment le Costa Concordia, un petit effet d'annonce, où on va avoir une quantité innombrable d'objets mobiliers liés à la croisière qui va se retrouver en mer Méditerranée. Donc là encore, c'est une pollution qu'on n'a pas forcément anticipée, mais qu'il va falloir gérer à terre, soit avec les courants, soit au moment du démantèlement ou du renflouage. Je le vois pas en plus. Donc ça, c'était un des premiers cas, donc c'est la pollution accidentelle. On n'a pas voulu qu'elle arrive sur les côtes, mais il faut gérer la crise et on pourra répondre à vos questions si vous avez des questions justement sur les gestions de crise dues aux marées noires et aux pollutions volontaires. Peut-être que dans les médias, vous avez vu dernièrement des appels sur ce qu'on appelle les dégazages. Je vais prendre un peu d'eau avant de m'étouffer.
Donc ces dégazages, ce ne sont pas des dégazages, c'est un rejet volontaire d'hydrocarbures qui va faire qu'on va avoir une irisation à la surface de la mer ou des océans. Donc on est sur une concentration d'hydrocarbures qui est supérieure à 100 ppm, mais qui va être moindre que la pollution qu'on a pu connaître pour le Luno par exemple. Donc un aspect volontaire, et l'action de Surfrider dans ce cas-là est de forcément se constituer partie civile. En 2012, donc, on a eu plus de 8 affaires. Donc là, vous avez le portrait de tous les coupables. Et l'idée pour nous, c'est de faire en sorte qu'ils soient systématiquement poursuivis, qu'il y ait des sanctions dissuasives, qu'on obtienne des condamnations. Et donc il y a vraiment une valeur pédagogique. L'idée n'est pas un gain financier, il est bien derrière une pédagogie et d'amener les armateurs à être un peu plus scrupuleux. C'est pour ça qu'on a aussi mis en place donc, cette idée de pédagogie. Ces 3 visuels que vous pourrez voir aussi de l'autre partie du bâtiment, qui sont ces visuels qui rappellent un jeu de cache-cache. En fait, il faut savoir que seulement 3% des détections de nappes hydrocarbures entraînent des poursuites de l'armateur et du capitaine. Donc, ça veut bien dire que les armateurs jouent à cache-cache avec la police judiciaire et tendent à se cacher. Alors, pas derrière un phare, hein, ça ne marche pas, mais ils vont aller dégazer de nuit, ou ils sont de plus en plus équipés un peu comme les automobilistes, ils ont des coyotes qui leur indiquent à quel moment l'aéronef va survoler la zone. Donc ça devient de plus en plus complexe de les détecter, et un des arguments de Surfrider qu'on tend à apporter avec Christina devant les juridictions, c'est d'utiliser la preuve satellitaire. Ça n'est pas détectable, ça passe régulièrement et ça ne trompe pas. On peut remonter à la nappe et on peut remonter de la nappe au navire au moment où il y a un dégazage. C'est vraiment un de nos argumentaires. Dernier point, donc vous avez vu qu'il y en avait 3, accidentel, volontaire et opérationnel. Ça, c'est l'ensemble des panels de pollution qui sont liés au transport maritime et qui sont liés au fonctionnement du navire. Je passerai rapidement, parce que ce n'est pas forcément l'objet de la conférence, plus informatif. Là, on a par exemple le problème des eaux de ballast, c'est-à-dire qu'un navire, le Luno était sur ses eaux de ballast. Il naviguait à vide, mais pour être relativement équilibré en ayant un mécanisme technique qui fonctionne, il est équilibré grâce à des eaux de ballast. Ces eaux de ballast peuvent contenir des espèces invasives, c'est-à-dire qu'il va déverser sa marchandise et se rééquilibrer en pompant de l'eau dans le port. Imaginons que ça soit un trajet outre-mer Occident, on va avoir des espèces qui n'ont pas forcément à voir entre les deux hémisphères ou entre les deux tropiques. La question des déchets, c'est la spécialité de Christina, mais je vais en dire un mot tout de même. Il faut savoir que jusqu'à il y a très peu de temps, les navires pouvaient jeter toutes sortes de déchets, à part les plastiques, par-dessus bord. Il suffisait soit de les broyer, soit d'effectuer un traitement spécifique, mais c'était complètement autorisé. Donc la législation sur les déchets marins est vraiment quelque chose de balbutiant et sur lequel Surfrider essaye petit à petit, vous le voyez aussi au travers des visuels autour de vous, d'enclencher des nouvelles législations et des seuils de tolérance de plus en plus faibles. Autre point, je ne détaillerai pas, mais en cette année de préparation de la prochaine conférence sur le climat qui se tiendra à Paris en 2015, il ne faut pas oublier que les navires ont des pots d'échappement, on va dire ça comme ça, et participent aux émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a les CO2, il y a d'autres substances qui sont les SOx et les NOx, donc les sulfures et l'azote, et qui peuvent aussi avoir des conséquences sanitaires. Et la part du transport maritime grandissant, sa part de pollution augmente aussi, et pour l'instant, il n'y a pas de réglementation. Les navires ne sont toujours pas soumis à quota. Pour l'instant, on est en cours de négociation pour inclure les navires dans ces quotas. Ce sont des négociations qui ont lieu à l'heure actuelle à Bruxelles.
Donc voilà, je vous disais les SOx et les NOx. Donc pour nous, au sein de l'association, il y avait des lacunes. Il y avait un besoin de réflexion autour de ces questions de pollution marine qui, comme vous le voyez, sont très variées au final. Il n'y a pas que les marées noires. Et en 2012, vous avez peut-être pu y participer ou assister aux conférences. On a organisé à l'occasion des 10 ans du Prestige une conférence regroupant l'ensemble des parties prenantes. Les professionnels, les collectivités locales, les ONG, des députés européens, des représentants de la Commission européenne, mais aussi des personnes liées justement à ce drame du Prestige en Galice pour faire le point. Faire le point et essayer de faire des propositions, parce que pas toutes se lamenter, il faut aussi aller de l'avant. Et on a abouti à une vingtaine de propositions qui nous ont inspiré en 2013, décembre 2013, un livre blanc sur la sécurité maritime qui comporte 45 propositions que je vais toutes vous énumérer. Non. On va en retenir essentiellement les plus importantes. Elles sont regroupées en 4 chapitres. La première, elle porte sur le préjudice écologique. On a parlé de l'ERICA et le juge de l'ERICA a été relativement audacieux en consacrant une reconnaissance de cet impact fait à la nature. Ça n'est pas reconnu au niveau européen, ça n'est pas inclus au niveau international en termes de réparation. Donc, un des points importants pour Surfrider à ce moment-là, c'est vraiment une consécration écrite. Le juge peut changer d'avis du jour au lendemain et dire finalement le préjudice écologique, ça n'est pas important. Si c'est gravé dans un texte, ça sera beaucoup plus contraignant. L'encadrement du transport de conteneurs. Je pense qu'avoir commencé à vous convaincre, ça devient un problème. Il n'y a pas de règle. Pas une seule convention internationale qui date au-delà des années 80 qui traite de ce sujet-là. Aucune règle précise sur l'équilibrage du navire, pas de statut clair sur le conteneur, qui doit le chercher, est-ce que c'est un déchet, pas un déchet. C'est une question aussi qui se pose dans le cadre du démantèlement. Delphine reviendra dessus. Et qui est responsable? Si je perds le conteneur, qu'il arrive sur la côte, qui je vais aller poursuivre? Est-ce que c'est le fabricant de seringues? Est-ce que c'est celui qui a fait le conteneur qui n'aurait pas dû s'ouvrir? Est-ce que c'est celui qui a mal placé le conteneur à bord? Ou est-ce que c'est l'armateur? Beaucoup d'acteurs et beaucoup de questions. Troisième point, le facteur humain qui n'est pas forcément le point phare de Surfrider, mais qui était important pour nous de relever sur les conditions de travail, les conditions de fatigue. Il faut savoir que dans les accidents, je dis bien dans les accidents, c'est un des facteurs importants de l'occurrence des accidents, parce que les conditions de travail des marins sont, j'ai envie de dire, déplorables. Les marins, c'est pas la semaine des 35 heures, c'est 98 heures. C'est la norme internationale. Voilà, convention collective. Donc on est, voilà, il n'y a pas de tour de garde, hein, c'est pas du tout régulé de la même façon. Donc on est dans des conditions de travail qui ne permettent pas une sécurité au mieux de ce qu'on pourrait faire. Et en plus, évidemment, des concurrences entre les pays à celui qui fait les conditions de travail les moins chères. Dernier point, et on se rejoindra là aussi avec Delphine sur les pavillons européens. Le pavillon, c'est là où est immatriculé le navire. Il va porter un drapeau, il va devoir respecter le droit lié à ce drapeau. Pour l'instant, il y a de la concurrence entre ces différents drapeaux, il y a un dumping entre ces différents drapeaux, et hélas, c'est ceux qui donnent le plus de tolérance, un peu comme les paradis fiscaux, qui vont forcément emporter la prime et avoir la plus grande flotte en Europe. D'où nos propositions sur ces sujets-là. On pourra répondre à l'ensemble de votre question. Bien sûr, ça n'est pas exhaustif. C'est un premier sujet qui est lancé. Ça ne vous aura pas échappé à l'aube des élections européennes et on tendra à les porter tout au long de la future mandature. Merci. Ok, je vais essayer de me souvenir de toutes les perches que tu m'as lancées. Ça peut être toujours facile. Non, je plaisante.
Donc voilà, moi je viens pour parler au nom de la NGO Shipbreaking Platform. Pourquoi nous en anglais? Parce qu'on travaille la plupart du temps en anglais et qu'en français, ONG du démantèlement des navires, enfin plateforme sur le démantèlement des navires était aussi... c'est pas très sexy, ça vend pas très bien et puis... non, je plaisante. En fait, c'était un peu trop long. Donc comment est-ce qu'on fonctionne? On est une ONG donc, basée à Bruxelles. Donc notre financement en majorité vient de la Commission européenne. Nous avons 19 membres, y inclut le secrétariat donc basé à Bruxelles. Alors vous pouvez en reconnaître certains. En haut à gauche, on a la FIDH, enfin la FIDH plutôt en français. Je vais essayer d'être très francophone ce soir, mais j'ai une tendance à être plutôt anglophone. Donc la Fédération internationale des droits de l'homme qui a fait pas mal de travail là-dessus au cours des années. On a la No Sea Foundation, qui est la fondation de la mer du Nord basée aux Pays-Bas, TNI, qui est aussi une coalition basée à Bruxelles, LIFE, qui est une organisation indienne. On a pas mal de Bangladais, des syndicalistes, des avocats, etc. On a quelques Indiens. BAN en orange et bleu à droite, c'est une organisation américaine qui se focalise sur la Convention de Bâle, dont je parlerai tout à l'heure. En bas, on a aussi des avocats à Islamabad au Pakistan. Comme vous voyez, il y a Greenpeace. Et les deux à gauche qui sont aussi importants, ce sont deux organisations qui se battent contre l'amiante et pour sensibiliser les personnes aux dangers qui sont présentés par l'amiante. BAN France, BAN Asbestos France fait partie aussi de notre coalition. Donc nous sommes, comme je disais, une coalition mondiale d'ONG œuvrant pour la protection environnementale, les droits du travail et les droits de l'homme. Pourquoi est-ce que c'est important de mentionner ces trois morceaux-là? Parce que ça fait partie de notre travail à un même niveau. Donc pour nous, l'environnement ou les droits de l'homme, c'est aussi important. On est là pour se battre pour que les personnes qui démantèlent les navires aient des droits du travail corrects, aient accès à leurs droits, mais on est aussi là pour protéger l'environnement. Donc souvent on nous pose la question, qu'est-ce qui vient en premier? Décidément. Pour nous, les trois sujets sont sur le même pied. Donc vous voyez là, notre mission est à plusieurs niveaux. On essaie de sensibiliser sur le démantèlement des navires, qui n'est pas un sujet familier à la plupart des gens. On a un travail de campagne qui est fait à plusieurs niveaux. On a une action au niveau légal aussi, pour qu'on puisse contrer le démantèlement des navires directement sur place. Donc, par exemple, en 2009, notre organisation membre Bella au Bangladesh a réussi à fermer les plages au démantèlement des navires. Donc, plus aucun navire n'a pu s'échouer pour être démantelé. On essaie de développer des standards pour qu'on ait des standards pour un recyclage sûr et respectueux de l'environnement. Ce qu'on entend par là, c'est qu'il soit sûr pour les travailleurs et qu'il soit respectueux de l'environnement, c'est-à-dire qu'il soit fait dans des conditions non polluantes, ce qui est extrêmement difficile. Et enfin, on essaye de se lier avec des armateurs progressistes, ce qui est très difficile parce qu'il y en a très peu, comme Antidia peut en témoigner. Et même parmi les plus progressistes, ils ne sont pas tout blancs. Donc même la société Maersk, que vous connaissez sans doute, qui est la société de porte-conteneurs la plus grande au monde, n'est pas toute blanche. Je donnerai un exemple tout à l'heure de leur manquement à leur devoir. En bas à droite, c'est Rizwana Hassan qui fait partie de notre board, donc de notre comité exécutif et qui est basé au Bangladesh, donc qui était la femme responsable de la fermeture des plages au Bangladesh et qui a été menacée de mort par les armateurs, enfin par les propriétaires des chantiers et par quelques armateurs pour son travail d'activiste. Donc voici nos 4 principes sur lesquels nous bâtissons notre travail. Donc le travail décent, la justice environnementale, le principe du pollueur-payeur, donc celui qui pollue paye, ça paraît logique, mais ça n'arrive pas souvent. La responsabilité du producteur, donc celui qui produit le déchet en est responsable. Et enfin, la construction navale propre et sûre, c'est-à-dire qu'il faut commencer à réfléchir au problème, non pas simplement lorsque ça devient un problème, mais lorsqu'on peut déjà apporter des solutions au départ, lors de la construction du navire. Donc ça, c'est notre site sur lequel vous pouvez trouver pas mal d'informations. Il est majoritairement en anglais, c'est de ma faute, j'en suis responsable, mais j'essaye, dans la mesure du possible, de traduire les communiqués de presse aussi en français. Donc quand j'ai le temps, je les traduis. Et de toute façon, je communique toujours en français aux personnes qui me le demandent. Ceci, c'est notre second site. Alors pourquoi avoir 2 sites? Parce qu'en fait, celui-ci s'adresse plutôt aux armateurs. On a plusieurs types de campagnes. Celle-là, c'est une campagne qu'on appelle corporate. Donc, on s'adresse vraiment aux personnes
qui, on pense, peuvent prendre des décisions qui affectent directement le problème. Donc nous, on peut sensibiliser, on peut organiser des campagnes, on peut fermer les plages, mais ce sont les armateurs qui peuvent d'un coup décider qu'un navire serait échoué ou pas. En fait, c'est une base de données de plus de, que je me rappelle, je pense que c'est 17 000 navires qu'on a répertoriés et qu'il faut que je mette à jour, donc c'est pas mal de travail. Mais en gros, voilà, vous retrouvez la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Vous trouvez un blog sur lequel nous mettons des nouvelles qui touchent aux armateurs qui sont parmi les plus progressistes, où nous mettons justement en valeur le fait qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Et vous pouvez, le second onglet, Search, vous pouvez chercher par numéro IMO. Donc je ne sais pas si vous savez, mais chaque navire est immatriculé par un numéro précis, le numéro de l'OMI. Vous pouvez chercher par nom de navire, par société, etc. Donc vous pouvez retrouver par société quels navires ont été échoués en Inde, au Bangladesh et au Pakistan depuis 2009 et quels sont les navires qui leur restent et qui sont les plus à risque d'être échoués dans les années à venir. Donc comment est-ce que je vais vous présenter le démantèlement des navires? Je vais essayer d'être la plus simple possible parce qu'on arrive vite à expliquer quel est le bien fondé de telle ou telle convention. Ça devient vite rébarbatif. Donc je vais essayer d'être la plus simpliste et la plus activiste possible pour éveiller en vous le désir de changer les choses. Donc, si je m'embarque trop dans les conventions, etc., levez votre main et j'essaierai d'aller plus vite ou demandez-moi d'expliquer quelque chose plus en détail. Donc, en gros, quand on parle de démantèlement des navires, on ne parle pas de ce qui se passe avec le Luno dans ce cas-ci, qui est un accident. Et donc, c'est une crise à laquelle on doit répondre avec une approche bien ciblée, bien réfléchie, etc. Le démantèlement des navires, de manière générale, c'est un business. C'est quelque chose qui rapporte aux armateurs. Ça leur rapporte parce qu'ils choisissent d'aller en Inde, au Bangladesh et au Pakistan et d'échouer leurs navires. Donc, il faut savoir qu'en échouant leurs navires là-bas, ils peuvent gagner à la tonne d'acier vendu entre 350 et 400 $. S'ils le font en Europe, le prix baisse dangereusement et ça peut même ne leur rapporter rien du tout, comme Surfrider le sait, puisqu'ils ont démantelé le Matterhorn à Bassins il y a quelques années. Et ça peut leur rapporter jusqu'à 100 ou 150 €, 100 ou 150 € de la tonne. Donc la différence entre un chantier responsable en Europe et un chantier irresponsable ou respectueux de l'environnement est entre 300 et 350 $, donc, de la tonne. Donc pour des navires qui font entre 8 000 et jusqu'à 30 000 tonnes, on parle de gross tonnage, donc ça varie un peu si on parle de LDT ou de GT. Le calcul est vite fait pour la plupart des armateurs. Donc la suite, je parlerai des pratiques sous normes des armateurs, comment est-ce qu'ils arrivent à aussi se constituer en lobby pour demander des lois, mais en fait qui sont très peu contraignantes. Et enfin, le fait que nous nous battons pour que le principe du pollueur-payeur soit inclus dans les lois au niveau européen et international, ce qui est très rarement fait et très rarement mis en œuvre. Donc voilà, je passerai vite en revue. En fait, au niveau mondial, on a environ 50 000 navires qui sont immatriculés à l'OMI. Et chaque année, on a plus de 1000 navires, tels que des pétroliers, des porte-conteneurs, des bateaux de croisière, des ferries, etc., qui sont échoués. Donc on a un peu de tout. Alors en 2012, on avait environ 70% de ces navires en fin de vie qui ont été échoués en Asie du Sud. L'année passée, 53%. Donc on pense qu'on va dans la bonne direction, mais il reste plus de la moitié des navires qui sont échoués. Donc c'est quand même énorme. Alors ce que j'ai écrit ici, c'est que l'OIT, l'Organisation internationale du travail, a classé le démantèlement des navires comme étant une activité parmi les plus dangereuses au monde. C'est-à-dire que c'est reconnu comme étant une occupation très très dangereuse, pour que l'OIT la classe comme telle. Oui, alors en dessous, oui. Donc j'ai expliqué que les travailleurs sont victimes d'accidents qui sont parfois mortels. On va voir des photos après. Pourquoi est-ce que ces accidents sont si dangereux et pourquoi est-ce que parfois ils sont mortels? Ils sont exposés à des substances dangereuses telles que l'amiante. Ils respirent des fumées toxiques de manière quotidienne. Et donc le résultat, comme on peut le voir, c'est que leur espérance de vie est très basse. Donc au Bangladesh, le travail des enfants demeure aussi un problème grave. Donc on fait face à des conditions de travail telles que l'espérance de vie des travailleurs dans les chantiers est autour des 45 ou des 50 ans. Donc c'est extrêmement bas. Donc le problème en fait que ça cause, l'externalisation des coûts. Donc en fait les armateurs pensent qu'ils empochent un maximum de profit en échouant leur navire là-bas, mais en fait les coûts réels sont externalisés, c'est-à-dire que c'est l'environnement et les travailleurs qui vont payer les coûts. Et en fait ce profit
le coût qui est externalisé aurait dû être internalisé par l'armateur, qui aurait coupé une certaine partie de son profit, et ce profit aurait été investi dans des conditions de travail meilleures, dans la formation, dans la gestion des déchets, etc., dans la préparation du bateau. Donc là, le calcul est assez facile à imaginer. Les conséquences, c'est qu'en fait, en déchouant les navires, on ne permet pas aux déchets dangereux d'être traités comme tels. Donc les déchets dangereux sont évacués du navire et sont ensuite mis en décharge où des enfants ou des adultes vont chercher au petit bonheur la chance des objets qu'ils peuvent revendre sur le second marché, le marché de seconde main, pardon, second hand. Une autre conséquence, c'est évidemment qu'on contamine les écosystèmes fragiles de ces pays. On sait qu'au Bangladesh, il y a énormément de mangroves. Ce sont des écosystèmes très, très, très fragiles qui, en plus, protègent le pays contre les conséquences des typhons, etc. Donc, en arrachant la mangrove, non seulement on pose des problèmes au niveau de l'écosystème, mais en plus, on expose les populations locales aux risques liés aux typhons. Donc, c'est un problème assez grave, comme on peut l'imaginer. On menace la vie sous-marine, mais c'est sans doute parce qu'il y a énormément de pollution au niveau local. Et on a aussi vu qu'il y a des villages de pêcheurs locaux qui sont complètement rasés, puisque non seulement ils sont déplacés parce qu'on crée des chantiers pour le démantèlement des navires, donc c'est-à-dire qu'on va raser tout ce qui s'y trouve et on va échouer les navires de manière directe, mais en plus les pêcheurs, n'ayant plus de moyens de gagner leur vie, s'enrôlent dans les chantiers. Donc on a vraiment un cycle pénible à imaginer, mais un cycle vicieux. Donc comment est-ce que les fameux armateurs évadent leurs responsabilités? Donc ici, on a une photo prise avec Google Maps de Chittagong au Bangladesh. Donc comme vous le voyez, les navires sont échoués à gauche, ils ont commencé à être démantelés, on voit qu'il y a des morceaux qui sont un peu partout. Et à droite, on a un navire qui est en train de dégazer. Voilà, parce que ils n'ont pas pu pomper le fuel à temps pour le revendre, ce qui arrive parfois, soit parce que voilà, ils ont échoué le navire et puis il y avait des morceaux sur la plage et donc la pollution commence dès que le navire est échoué. Ça, c'est une photo qui a été prise par Greenpeace en 2002 au Bangladesh de nouveau, et en fait, c'est une femme qui est en train de filtrer de l'amiante. Donc, on voit aussi... Non, c'est bon. Pardon. Ça, c'est une photo que j'ai prise l'année passée au Pakistan. Je ne sais pas si c'est de l'amiante ou si c'est des fibres de verre. Eux non plus. Donc, en gros, tout est mis... on est sur la plage. On est à 50 mètres des navires. Et tout est mis à côté. Voilà, on a des sacs là où peut-être de l'amiante est dedans. On a des vieux bidons, etc. Tout est entassé. On s'est même adressé aux travailleurs pour leur demander est-ce que vous savez ce que c'est l'amiante? Est-ce que vous savez ce que c'est la fibre de verre? Et est-ce que vous savez faire la différence entre les deux? Et ils nous montrent leur manu et nous disent dès que ça gratte, j'arrête de travailler. Et bon, quand ça gratte les mains, c'est qu'on a déjà respiré pas mal de fibres, donc ils sont déjà très mal en point. Ça, c'est là où vivent les travailleurs. Donc, ce sont des morceaux de navires qu'ils ont récupérés, donc des morceaux de bois ou des morceaux de carton, et ils ont construit ce qu'on appelle des shacks. Donc, c'est un bidonville en fait. Donc ça, à nouveau, c'est toujours au Pakistan, toujours pris l'année dernière. Ce sont, en 2012, donc il y a 2 ans, ce sont les fumées toxiques qui sont dégagées par le découpage. Donc en fait, les navires sont derrière. On peut voir la tour d'un navire derrière. On peut voir juste derrière les travailleurs les morceaux des navires qui ont été découpés et mis sur la plage. Et devant, ils sont en train de couper les différents morceaux en plaques, puisqu'ils transportent les morceaux de navires en différentes plaques. Et là, vous pouvez voir qu'ils les coupent avec des torches, puisque c'est leur seul moyen de découper. Ils n'ont pas des pinces, des grues avec des pinces qui viennent, mais ils les découpent comme ça. Et ils n'ont aucune protection, si ce n'est des écharpes et parfois des lunettes. Donc ici, on voit un travailleur qui découpe aussi un morceau. On voit que les flammes lèchent le métal et donc dégagent des fumées toxiques. Alors à gauche, on a un navire norvégien, en fait, le Front Driver, qui a été échoué à Gadani au Pakistan. Quand on a été, on ne savait pas que c'était un navire norvégien. Pourquoi? Parce que j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'en fait cette société était basée aux Bermudes. Donc je pensais que c'était une société bermudaise, je ne sais pas comment on dit, des Bermudes. Mais grâce à un travail d'investigation interne, notre organisation basée en Norvège nous a dit que cette société n'est pas basée aux Bermudes. Enfin, si elle est basée aux Bermudes, mais elle appartient à un armateur norvégien. Donc,
nos photos et notre film. Donc on a filmé le démantèlement du navire, est passé à la télévision norvégienne, ça n'a pas fait que des heureux. Donc on a créé le débat là-bas. À droite, vous avez l'équipement typique du parfait démanteleur. Donc on voit qu'il est parfaitement protégé. Il porte des chaussures en cuir. Il a de l'eau, donc il est allé dans l'eau en fait juste avant avec son collègue qui est juste à sa droite pour aller attacher un morceau que vous voyez derrière. Donc il est mouillé jusqu'aux genoux. Il ne porte rien si ce n'est qu'une chemise et un pantalon. Et pour se protéger de son travail, il ne porte ni gants, ni masque, ni rien du tout. Et un casque, oui. Voilà, donc en fait, quand on est arrivé sur la plage, le propriétaire du chantier était très content de nous voir parce qu'il était très fier de ne pas avoir de pollution. Et donc, il m'a permis de me balader. Puis il a vu que je partais un peu plus loin. Il a voulu que je revienne, mais je suis partie quand même. Et voilà ce que j'ai trouvé sur le chantier d'à côté. Donc en fait, on nous dit que les choses sont très propres, mais sur le chantier d'à côté, ce sont les mêmes conditions. Et on voit bien ici qu'il y avait de la pollution. Donc ça, c'est au Bangladesh. Ce sont en fait des navires qui sont échoués sur des plages, mais vu que ce sont des plages qui sont près d'un système, donc de l'écosystème où se trouvent des mangroves, ce sont en fait ce qu'on appelle des mud flats. Donc ce n'est que de la boue. Les navires sont échoués à très longue distance de la plage et ce sont ces personnes-là, en fait, elles portent un câble. Ce sont des travailleurs qui vont porter, qui tirent une chaîne ou qui l'amènent jusqu'au navire pour ensuite tirer sur les morceaux ou les plaques en métal qu'ils ont coupés. Donc ils n'ont aucune grue qui puisse aller vers le navire, puisqu'elles ne tiennent pas, elles s'enfoncent. Donc ce sont des personnes à pieds nus qui doivent aller jusque-là et qui doivent tirer à main nue jusqu'à la plage les morceaux découpés. Donc en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle les 4 défauts de l'échouage. Pourquoi est-ce que l'échouage est quelque chose qui doit disparaître de la surface de la planète? Bon, sauf dans le cas d'accidents qui sont... Mais bon, l'échouage ne devrait plus exister. Parce que les substances dangereuses qui sont contenues dans la coque du navire ou qui font partie de sa structure, on ne peut pas en prendre soin si on coupe sur la plage. Donc les coques des navires, une fois qu'elles sont ouvertes, on ne peut plus contenir les substances qui se sont accumulées soit dans le bas du navire, soit dans les cales, soit à différents endroits. Donc tout s'écoule dans la nature à moins d'être pompé. Et on voit bien qu'ici, amener une pompe sur place sera un peu difficile. La seconde chose, c'est qu'il est impossible, dans le cas d'un accident, pour les équipes médicales et les équipements d'urgence, d'accéder au navire. Donc il est impossible pour des pompiers d'éteindre un feu en cas d'explosion. Il y a énormément d'explosions, énormément de feux à bord des navires qui sont démantelés. Donc comme je vous le disais juste maintenant, il est impossible de mettre des grues. Donc les navires sont découpés avec des torches et les morceaux tombent sur la plage. Donc non seulement ça détruit la plage, parce que la plage là forcément est complètement détruite et complètement polluée, mais ça tombe aussi sur les gens, parce qu'il n'y a aucune coordination. Donc, à moins qu'il y ait un contremaître sur place qui crie et qui dise aux autres de se bouger, les morceaux tombent. Parfois, on ne sait pas très bien de quel côté, parce qu'on n'a pas de grue pour rétablir l'équilibre. Et donc, il y a énormément de personnes qui sont écrasées ou qui perdent des membres parce qu'ils se trouvaient en dessous de l'objet quand il a chuté. Et enfin, du côté de la gestion qui suit le démantèlement, on ne peut pas traiter l'amiante et les déchets dangereux sur la plage. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle un double standard intolérable. Pourquoi est-ce qu'on permet aux navires d'être échoués en Asie du Sud alors que ce serait quelque chose qu'on ne permettrait jamais en Europe? Et donc on explique qu'il existe des chantiers modernes dans l'OCDE qui sont parfaitement capables d'accueillir ces navires. Il y a assez, on a calculé la capacité de démantèlement actuelle en Europe. Il y a assez de capacité en Europe et en Turquie et en Amérique du Nord pour faire face à la demande actuelle. Donc si on ajoute la Chine en plus pour faire face à leurs propres navires, on peut démanteler les navires à l'heure actuelle sans demander à l'Asie du Sud de le faire. Alors les excuses que l'on entend de la part des armateurs, c'est toujours assez intéressant. Soit ils nous disent que leurs navires n'ont pas été sur les plages, alors qu'on leur montre des photos avec le nom du navire, etc. Il y en a même un qui s'est énervé parce qu'il a dit, on lui a montré la photo du navire face à des journalistes qui l'ont fait, c'était un Norvégien, et il a dit « Ah, mais ça m'énerve, j'avais demandé à la personne qui a racheté le navire d'enlever le nom, pour qu'au moins on ne voit plus mon nom. » Donc il était parfaitement au courant.
Alors la plupart d'entre eux disent que ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ont fait appel à une société qu'on appelle middlemen, donc une société intermédiaire. Et enfin, ils expliquent aussi que la convention de Hong Kong, dont je vais parler dans une minute, est beaucoup trop faible et que la convention de Hong Kong va rétablir l'équilibre et que c'est la solution à tous les problèmes. Mais en fait, la convention de Hong Kong est un texte qui a été voté par l'OMI. Donc en fait, l'OMI est une structure assez spéciale, mais au sein desquelles les pays, les États pavillons ont énormément de poids. Et donc les décisions, les conventions qui naissent de l'OMI ne sont pas nécessairement en faveur de l'environnement, ou si elles le sont, prennent énormément de temps à être mises en place et sont souvent pas respectées. Enfin bon, à des niveaux divers, mais je pense que là on se rejoint assez sur l'ineffectivité de l'OMI à réguler à légiférer sur les armateurs. Et enfin, les armateurs prétendent qu'ils ont reçu des certificats verts de la part des chantiers. Ils disent, écoutez, moi, j'ai pas échoué mon navire sur tel endroit parce que je sais que tel chantier n'est pas responsable. Par contre, son voisin, lui, est très responsable et il m'a donné un certificat. Mais qu'est-ce qui change un morceau de plage d'un autre si vous êtes à 50 mètres de l'autre? Il n'y a toujours pas de décharge, ce sont les mêmes travailleurs qui passent de l'un à l'autre en fonction du travail qu'ils cherchent, donc les conditions sont les mêmes. Donc ce sont des certificats verts bidons qui sont délivrés par des sociétés qui ont fait leur business de ce genre de label, oui, qui ne vaut rien. C'est ce qu'on appelle le greenwashing en franglais. Donc les bons exemples de sociétés, Maersk au Danemark, Wilhelmsen en Norvège, Höegh, Grieg Shipping, toutes celles-là sont norvégiennes. Et là, Royal Dutch Postcalis est une néerlandaise, CSL est une canadienne. Et bizarrement, mais pas étonnamment, on a BP, Shell et Total qui le font en Chine. Maintenant, la Chine n'est pas parfaite. Et on se dit qu'ils sont déjà dans la bonne direction, mais on leur a tellement tapé dessus au cours des dernières années qu'ils sont parmi les leaders dans le domaine. Donc, ce que je vous disais, c'est que les lois sont fort inoffensives. Donc, on a en fait plusieurs régimes. Je vais m'attarder seulement sur deux. Le premier, c'est la Convention de Bâle. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler ou pas. Non ? Zut. La Convention de Bâle, c'est un texte qui a été adopté en 1989 et qui est entré en vigueur en 1992. C'est un texte qui a été voté par l'UNEP, donc le programme environnemental des Nations Unies. Pourquoi ? Parce qu'il y avait énormément de déchets toxiques qui venaient des pays industrialisés et qui étaient enfouis ou qui échouaient dans les pays non industrialisés. Or, les navires qui sont envoyés au recyclage sont considérés comme des déchets. Donc, quand ils sont destinés au recyclage et qu'ils contiennent des substances dangereuses, ils sont considérés comme des déchets dangereux et donc ils tombent sous la coupe de la Convention de Bâle. Au niveau européen, on a implémenté ça dans le règlement Waste Shipment qui date de 2006. Enfin, il y en a eu un précédemment, mais ça, c'est la dernière interprétation. Ce règlement a ensuite été raboté par la Commission européenne et maintenant, par l'Union européenne. Et maintenant, on a un règlement européen spécifique pour le recyclage des navires qui date de décembre. Je vais expliquer en gros. Juste sur la Convention de Bâle, vous en avez certainement entendu parler, mais inconsciemment, c'est celle qui a permis au Clémenceau de faire tous ces allers-retours, parce qu'on ne savait pas où le recycler, si c'était en France, dans quelles conditions. Donc, le Clémenceau doit beaucoup à la Convention de Bâle. Donc, quelles sont les faiblesses de la Convention de Bâle ? Il y en a malheureusement, beaucoup. C'est un texte qui n'est pas parfait, c'est un texte qui devrait être révisé. D'ailleurs, il l'est régulièrement, puisque la Convention, ce sont des États qui se rencontrent et qui discutent des meilleures façons d'améliorer le texte ou de l'implémenter. Donc, il y a différents acteurs qui sont inclus, qui font partie de cette problématique. Il y a l'État qui va exporter les déchets, il y a l'État qui va importer les déchets, et il y a les États qui font partie du transit. Donc dans le cas du Clémenceau, l'État d'exportation, évidemment, c'était la France, l'État d'importation, c'était l'Inde, et l'État de transit qui a bloqué, si je me souviens bien, c'était l'Égypte. Et ensuite, le bateau a été ramené en Europe. Donc en fait, cette convention repose sur l'acte volontaire de déclaration de transport transfrontalier de déchets. Donc dans notre cas, ce serait à l'armateur de dire « Attention, Inde, je vais importer chez vous des déchets dangereux sur la forme de navire. » Aucun armateur ne le fait, soyons clairs. Donc même en Europe,
parfois, c'est très rare qu'un armateur le fasse. Enfin, en Europe, d'un pays à l'autre, c'est un peu différent parce qu'on est sous un régime européen. Mais dès que le navire sort de l'Europe et va vers l'Asie du Sud, il devrait respecter normalement cette procédure qu'on appelle prior informed consent. Comment est-ce que je pourrais... oui, voilà, information préalable à l'exportation. Donc en fait, cette convention est pensée pour le transport terrestre, n'est pas du tout adaptée au transport maritime. Et je vais vous montrer maintenant comment est-ce que les armateurs arrivent à complètement ignorer cette convention. Donc nous avons un navire typique que j'ai appelé Princesse des mers parce que c'est tellement plus beau. Donc notre navire typique a un pavillon français. Donc j'ai mis France / registre international français. Pourquoi? Parce que le registre BIS français, Antidia est une bien meilleure experte que moi sur la question, mais c'est un navire, c'est un pavillon qui en fait, c'est un pavillon au rabais ou un pavillon de complaisance, dans le sens où les armateurs qui le choisissent ont certains avantages, non seulement fiscaux, mais aussi en termes sociaux, en termes de enforcement, d'application des lois en vigueur, etc. Donc en fait, dans le cas des navires, on a une société bénéficiaire, on a un opérateur commercial, on a une société propriétaire. La société propriétaire, c'est celle sous laquelle est immatriculé le navire. Mais c'est la société bénéficiaire qui prend les décisions au niveau commercial. Donc en fait, ce qu'on a, c'est que notre princesse des mers ici est localisée en Espagne et quitte l'Espagne. Il n'y a pas de déclaration qui est faite à ce niveau-là. On ne sait pas où le navire va aller. Enfin, parfois, on s'en doute parce qu'on a des personnes qui nous le disent, mais sinon, on ne s'en doute pas. Ensuite, le navire se trouve en pleine mer. Là, il est dans l'océan Indien et il change de drapeau. Donc, il passe du pavillon français au pavillon de Saint-Christophe et Niévès. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Saint-Christophe et Niévès, où ça se trouve. Donc, c'est un paradis fiscal. Oui, donc ici, en fait... Je vous montre l'immatriculation spéciale que ce genre de paradis fiscal propose. Ici, c'est celui de Tuvalu. Donc, on voit en haut, enfin, c'est écrit assez petit, donc je ne sais pas si vous le voyez, mais ça s'appelle Single Delivery Voyage Registration. Et en dessous, on a voyage de livraison, voyage pour démantèlement, transfert vers un dockyard. Donc, en fait, vous voyez ici, l'immatriculation est valide pour un maximum de 3 mois. Donc, les personnes qui proposent ce genre de pavillon savent très bien que ces navires sont destinés au démantèlement. Ils ne vont pas du tout favoriser la bonne mise en place et le respect des réglementations environnementales. Leur but, c'est de maximiser leurs profits également. Donc, ils font partie de ce système, de ce business organisé dont je vous parlais au départ. Les pavillons de complaisance, les armateurs et ces middlemen dont je vous parlais un peu auparavant. Ça, c'est aussi ici la période d'immatriculation est pour 3 mois. Ils appellent ça des voyages one-off, donc un simple voyage, et scrap voyage, donc un voyage pour le démantèlement. Et notre navire avec son drapeau Saint-Christophe et Niévès atterrit au Bangladesh pour le démantèlement. Qui à ce moment-là est responsable? Si le Bangladesh ne s'oppose pas à l'importation du navire, s'il n'y a personne qui s'y oppose, enfin, le navire est échoué, on ne peut plus rien faire. Il est beaucoup trop tard lorsque le navire est échoué pour faire quoi que ce soit. On ne peut plus le récupérer. Donc en gros, à quoi sert le nouveau règlement sur le recyclage des navires et comment est-ce qu'on a essayé de travailler avec la Commission européenne pour changer les choses? On a essayé, on n'a pas totalement réussi. On est peut-être parti dans la bonne direction, mais au fil des discussions avec la Commission européenne, avec le Conseil européen, avec le Parlement, si vous savez un peu comment les choses se passent au niveau européen et au niveau national, chacun a son mot à dire et on s'est trouvé très vite en porte-à-faux avec certains pays. La Grèce, Malte et Chypre. Pourquoi la Grèce? Parce que si vous connaissez un peu les problèmes liés aux armateurs, vous savez que c'est le pays en Europe qui a le plus de sociétés. Dans le monde, c'est un des pays armateurs les plus importants. Chypre et Malte, parce que ce sont des pays d'immatriculation très importants. Donc au niveau fiscal, ils ont énormément à perdre si les armateurs doivent ou préfèrent changer de pavillon et ne plus tomber sous la coupe des pavillons européens.
Donc en fait, le règlement européen sur les transports transfrontaliers des déchets de 2006, donc c'est ce que je vous disais, c'est le règlement qui implémente la Convention de Bâle, interdisait l'export de navires destinés au recyclage hors de l'Union européenne, car ils étaient, je le dis bien parce que ça a changé, car ils étaient considérés comme des déchets dangereux selon les lois internationales et européennes, la fameuse Convention de Bâle. Le nouveau règlement européen sur le recyclage des navires couvre les navires commerciaux de plus de 500 tonnes, naviguant sous pavillon européen, et retire ces navires du champ d'application de la loi de 2006. Donc on a à nouveau une nouvelle loi. En fait, ce qu'ils veulent, c'est vraiment légiférer ces navires en passant par la lucarne du pavillon européen. Donc tous les navires qui naviguent sous pavillon européen doivent terminer leur vie dans des chantiers qui sont acceptables pour l'Union européenne. Le problème dans ce cas-là, c'est que tous les navires qui veulent échapper à cette loi vont changer de pavillon. On a prévenu la Commission que ce serait un problème, on a prévenu le Parlement que ce serait un problème, le Conseil ne nous a pas vraiment entendus sur ce cas-là, puisqu'à l'époque, en plus, lors de ces discussions, le Conseil européen était présidé par Chypre, donc ça rendait les choses encore plus difficiles. Et donc, on se retrouve aujourd'hui face à une législation qui va favoriser encore plus le phénomène du dépavillonnement. Donc en fait, on n'a pas vraiment réglé le problème. Sinon, une des bonnes choses qu'on a, c'est qu'il exige que les navires qui passent par les ports européens aient à bord un inventaire des substances dangereuses, qu'on appelle un AHM, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir identifier la localisation et la quantité des substances dangereuses à bord, donc dans la structure du navire, pas en tant que cargo, mais dans la structure. Et enfin, ce fameux règlement invite la Commission européenne. Donc au départ, on avait demandé qu'il y ait un tel mécanisme. Maintenant, c'est une invitation, donc c'est beaucoup moins contraignant, à réfléchir sur l'opportunité d'un mécanisme financier pour motiver les armateurs. Donc on demande à la Commission, si l'opportunité se présente et s'ils ont le temps, de réfléchir à peut-être un mécanisme financier qui permettrait de motiver les armateurs, donc de ne pas les punir, parce qu'au départ, il y avait aussi une partie qui voulait punir les armateurs, mais surtout de les motiver à faire les bonnes choses, à partir dans la bonne direction. Donc même si le règlement a été publié en décembre 2013, en fait son entrée en vigueur s'étale au plus tôt en 2016 et au plus tard en 2019, parce qu'il y a différents articles, et en fonction de la possibilité de démanteler dans certains chantiers, de la présence, du tonnage des navires, etc. Donc il y a des calculs assez compliqués. Les articles vont entrer en vigueur à différents moments. Donc j'en ai fini avec le règlement européen. J'ai essayé de garder ce chapitre-là court. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la sensibilisation pour pousser les choses dans la bonne direction? Donc chaque année, on publie la liste annuelle des pires sociétés maritimes au monde. Puisqu'elles ne nous écoutent pas, on va les ennuyer un peu. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que sur notre site, vous pouvez trouver, donc on l'a traduit en allemand, en français, en italien et en grec. Vous pouvez trouver notre communiqué de presse sur la liste des pires sociétés maritimes au monde. Et grosse surprise, les Grecs sont parmi les pires, ou les pires. Les suivants, en fait, sont les Allemands. Ça a été une grosse surprise cette année, mais en fait, les Allemands ont énormément de sociétés basées à Hambourg. Et ce sont des sociétés qui sont en fait contrôlées par énormément d'investisseurs qui souvent ne savent pas quelles sont les décisions qui sont prises par la société dans laquelle ils investissent. Et ces sociétés-là ont fait face à énormément de problèmes suite à la crise et ont voulu faire entrer du cash ou des liquidités dans leur registre. Et donc ont envoyé énormément de navires vers les chantiers de démolition pour se faire un maximum d'argent. Donc voilà, en 2013, on a compté 238 navires européens, c'est-à-dire l'Europe, la Norvège et la Suisse, comme pays dans lesquels les sociétés sont basées. Donc 238 navires échoués en Asie du Sud. Donc ça, c'est une carte qui vous montre en termes de concentration de ces sociétés. On voit que la Grèce, on ne voit même plus la Grèce en fait. L'Allemagne, on voit ici en bas à droite Chypre. En fait, on ne voit plus Chypre non plus. L'Italie, il y en avait pas mal. La Suisse, pourquoi la Suisse est si verte? Parce qu'ils ont MSC, qui est une des sociétés porte-conteneurs les plus importantes au monde. La Grande-Bretagne, etc. La France, pas trop. Mais la France a envoyé quand même, avec CMA CGM, 3 navires, 2 navires en Inde et 1 navire au Bangladesh. Malgré qu'ils sachent que des chantiers existent en Europe. Et c'était en plus des bateaux plus petits, puisqu'il s'agissait de bateaux de passagers. Donc ils auraient pu les démanteler en Europe.
Donc ça, c'est une action qu'on a faite la semaine dernière, puisqu'on a publié notre liste. On a envoyé notre communiqué de presse aux médias allemands et on est allé manifester devant le siège des armateurs allemands à Hambourg. Donc ça, je vais rapidement vous l'expliquer. C'est notre principe du pollueur-payeur. Pourquoi est-ce que le pollueur doit payer? Parce que c'est au pollueur, ça paraît bête, mais c'est tellement difficile de le faire comprendre aux personnes qui légifèrent. Il faut un mécanisme financier pour assurer un recyclage sûr et respectueux de l'environnement. Donc c'est un concept qui a été introduit au sein de l'OMI, mais qui n'a ensuite plus vraiment été débattu. Il est soutenu par le Parlement européen. L'idée est envisagée par la Commission européenne. Je vous ai dit que la Commission européenne a poliment été invitée à réfléchir à la question, donc on verra ce qu'il en sort d'ici à 2015. Et l'extrait, ici je vous ai mis l'extrait, mais c'est en anglais parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore la traduction qui était disponible. L'extrait du nouveau règlement européen qui explique que la Commission européenne est invitée. Donc, les mots, c'est « should assess the feasibility ». Donc, c'est vraiment « devrait étudier la possibilité ou la faisabilité d'un tel mécanisme ». Donc, si je devais simplement terminer avec les arguments en faveur d'un tel mécanisme, il faut qu'on puisse étendre le champ d'application du nouveau règlement européen à tous les navires qui passent par les ports. L'Europe est entourée d'eau, vous le savez, puisque en France c'est particulier, mais moi venant de la Belgique, c'est pas toujours facile de rappeler aux gens que l'Europe est entourée d'eau. Et donc, on doit pouvoir établir un level playing field, mettre tous les armateurs sur le même pied d'égalité, donc un traitement égal. Donc, si l'armateur a un pavillon européen, il ne devrait pas avoir un traitement de faveur ou un traitement de défaveur comparé aux autres bateaux qui passent par les ports européens. Les ports européens doivent avoir des mécanismes en place qui leur permettent de légiférer de la même manière, quel que soit le navire qui passe par leurs eaux. Alors, on doit décourager le dépavillonnement, c'est ce que je vous disais à la fin de la vie des navires. On doit implémenter le principe du pollueur-payeur qui fait partie de ces directives environnementales, de ces conventions internationales. On doit promouvoir le principe de la responsabilité du producteur des déchets. Donc, on doit mettre les armateurs sur un pied d'égalité au niveau international et au niveau européen. Et on doit être en vigueur bien avant qu'un régime légal international soit mis en place. Là, je fais référence à la Convention de Hong Kong. La Convention de Hong Kong est un texte qui a été voté par l'OMI en 2009, adopté en 2009, qui n'est pas entré en vigueur. Mais chaque fois qu'on parle aux armateurs des problèmes qui naissent du démantèlement des navires, ils nous disent « Ah, mais il y a la Convention de Hong Kong ». Oui, mais vous me diriez que la convention de Nairobi, en fait, ça n'a aucun intérêt vu qu'elle n'est pas entrée en vigueur. On peut parler d'un papier qui va être en vigueur dans quelques années. Ce n'est pas la loi pour le moment. Donc, se cacher derrière un document qui n'a aucun poids légal n'a pas de sens, sauf pour les armateurs qui peuvent s'en servir comme d'une excuse. Et enfin, on peut utiliser les arguments du marché où les coûts influencent les décisions, puisqu'on a un mécanisme financier qui touche la poche des armateurs. Et on motive et on soutient le développement des chantiers responsables. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Merci à Delphine et Antilia pour nous avoir fait découvrir certains aspects du transport maritime et des pollutions qui sont liées, qui sont souvent méconnues. Donc je vais demander à la salle s'il y a des questions à ce sujet. Hop. Alors, je vais vous passer le micro parce que je ne sais pas si... En fait, les navires qui sont échoués en Asie du Sud-Est. Il faut mieux reparler dans le micro. D'accord. Non, je posais juste la question de savoir, au-delà des navires européens, quel était le nombre de navires échoués en fait dans cette zone. Donc en fait, pour l'année passée, vous m'entendez? Oui. Non, je n'ai pas dit. Donc l'année passée, on a compté 1213 navires qui ont été démantelés à travers le monde. En 2012, on en avait compté 1253. Donc on est à peu près dans les mêmes eaux. L'année passée, on a compté 645 navires échoués et l'année d'avant, 850. Donc la Chine, en fait, a pris une plus grosse partie de ces navires, notamment parce qu'ils ont un programme de motivation financière qui leur permettent d'octroyer des subsides non seulement aux chantiers de recyclage chinois, mais aux sociétés, aux armateurs qui choisissent ces chantiers.
En fait, c'est le système qu'on voulait avoir en Europe et qu'on n'a pas réussi à avoir. Donc voilà, 238 Européens qui font partie de ces 645. D'autres questions peut-être? Soyez pas timide. Attendez, je vais vous donner le micro parce que c'est pour les gens en streaming toujours. Oui. Vous m'entendez? Oui. Non, je voulais simplement savoir en fait où passer au final après démantèlement toute la quantité donc de tôle et comment traiter donc tout cet acier. L'acier est recyclé. Donc, quand on parle de recyclage, l'acier est fondu ou écrasé, mais en fait, il y a différentes façons de le recycler. Par exemple, au Bangladesh, on a une concentration dans les mêmes mains de l'industrie du recyclage maritime et de la refonte de l'acier et de la revente. Donc, en fait, on peut appeler ça une mafia si on le souhaite. Ce sont les mêmes familles qui possèdent ces sociétés-là. Et donc, ils peuvent non seulement influencer les prix dans leur pays, mais aussi décider du prix dans leur pays, mais aussi décider du prix offert aux navires au niveau international pour le Bangladesh. Donc, l'acier est recyclé. Le problème, c'est que parfois, l'acier n'est pas de très bonne qualité. Donc, on a essayé de retracer. Vous connaissez peut-être la catastrophe de Rana Plaza, où une usine s'est écroulée et plus de 1000 personnes sont mortes au Bangladesh. Et en fait, l'acier a été retracé et il venait des chantiers de démantèlement. Donc, c'est un acier de très mauvaise qualité. Et c'est parce qu'en fait, il est pressé à froid. Donc, il n'est pas reroulé à chaud et fusionné ou avec un autre type d'acier. Il est reroulé à froid, c'est-à-dire qu'il se brise plus vite. Et il est moins souple qu'un autre type d'acier. Donc là, on est aussi face à un problème de qualité d'acier au final. Moi, j'ai une question par rapport à ce dont vous avez parlé, par rapport au dégazage. Vous avez parlé du repérage satellitaire. Je voudrais savoir où ça en est à l'heure actuelle, parce que je pense que c'est un problème majeur, là, qui impacte nos côtes. Et comment ça se fait que, enfin, je sais pas, ça n'avance pas depuis des années, quoi. C'est mieux comme ça. Donc, le repérage satellitaire existe depuis des années via le Joint Research Center, notamment qui est basé en Italie, et l'Agence européenne de sécurité maritime. Donc, c'est généré au niveau européen et on a des bases de données et on a des clichés qui identifient ces nappes. Il y a souvent des signaux qui sont parfois envoyés aux patrouilles, mais pour l'instant, devant les juridictions, ce qui vaut preuve, c'est le flagrant délit. C'est un peu comme les stupéfiants. Si on n'a pas le dealer en flag, on n'a pas de procès. Oui, donc mais là, au niveau d'un satellite, on peut repérer le type de bateau, quand, le lieu, enfin, je sais pas. Exactement, mais ces données ne sont pas forcément publiques. Donc là, on travaille à l'ouverture, ce qu'on appelle l'open data. On travaille à l'ouverture de ces données et on a une première avancée au Royaume-Uni où l'an dernier, en fin d'année, on a une première jurisprudence où un juge accepte de regarder les clichés satellitaires pour fonder son intime conviction sur la culpabilité. Il faut savoir que les magistrats ne sont pas forcément encore prêts à utiliser ces nouvelles technologies. Ils aiment bien la photo, quelque chose de relativement, on va dire, sûr. Les experts Miami sur les dégazages, ce n'est pas encore pour demain. Donc il y a vraiment besoin aussi d'une sensibilisation, d'une formation des magistrats sur ces nouvelles technologies. Et d'un cas spécifique où on puisse l'utiliser avec justement ce qu'on appelle le backtracking, c'est-à-dire remonter du navire jusqu'à la nappe grâce à ces clichés satellitaires. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. On a un premier cas au Royaume-Uni, donc c'est plutôt positif. Il ne reste plus qu'à l'exporter dans des prochains cas. Les avancées qu'on a pu obtenir jusqu'à présent, c'est sur le navire Carthage où on a pu utiliser donc, le radar infrarouge. Donc, petit à petit, on a eu un dégazage de nuit. Donc c'est des radars spéciaux, des SLAR latérales, donc c'est des radars latéraux, plus utilisation de l'infrarouge, donc c'est des radars UV. Et on va réussir à ce que le juge se penche sur ce sujet sans que ça sème le doute chez lui et que donc ça profite à l'accusé. Donc là,
on a pu en avoir un bénéfice de cette nouvelle technologie. On espère que 2014 sera peut-être l'année où on pourra invoquer la preuve satellitaire. On y réussira en Tidia, je t'assure. On a une question sur Internet ? Une question de Jacques qui demande quel est le... Donc vous avez parlé de beaucoup de blessés sur les chantiers, mais quel était le rapport de blessés morts en fait? Quel était le rapport? Est-ce qu'il y a un fort taux de blessures mortalité par rapport au nombre d'ouvriers sur ces chantiers-là, ou ça reste quelque chose de faible? Alors pour nous, toute mort doit être évitée, donc même s'il y en a un, c'est toujours quelque chose de terrible. Maintenant, le fait de... Déjà, l'accès à l'information est extrêmement difficile. Au Pakistan, on travaille avec un syndicat. Or, il faut savoir qu'au Pakistan, le seul syndicat qui est officiellement reconnu est en fait un syndicat qui a été créé dans les années 80. Ils parlent tous l'ourdou. C'était difficile de communiquer avec eux quand on était sur place. Ils nous ont promis des documents, on ne les a jamais reçus. L'autre syndicat avec lequel on travaille, qui est rattaché au syndicat international Industrial, pour ceux qui connaissent, donc qui est l'ancien travailleur des métaux. Donc eux ont une reconnaissance internationale et sont habitués à travailler avec des ONG au niveau international. Donc eux, de temps en temps, nous envoient des chiffres. Est-ce que ces chiffres sont corrects ou pas? On ne sait pas. En tout cas, on a les noms, on a les dates, on a la cause de l'accident. Au Pakistan, en 2012, il y en avait une petite dizaine. À Alang, en Inde, je pense qu'il y en avait une petite quinzaine. Il y avait eu un grave accident en 2012, en octobre, où il y avait eu une explosion, un feu, et 4 travailleurs étaient morts sur place, brûlés, enfin calcinés, et le 5e était mort à l'hôpital. Et au Bangladesh, je sais c'est assez morbide, mais c'est important de le savoir. Au Bangladesh, on en a compté entre 13 et 15 en 2013. Donc ça, ce sont les derniers chiffres qu'on a pour le Bangladesh. Je ne les ai pas encore pour l'Inde ni pour le Pakistan. Mais même nos ONG sur place avec lesquelles on travaille ne sont pas toujours d'accord sur l'identification, s'il y a un accident grave, sur l'identification des corps, sur le nom des personnes, sur l'endroit d'où elles venaient. Parfois l'âge n'est pas correct, les dates sont parfois différentes. Et on ne sait pas toujours aussi relier la cause, l'accident avec la cause de l'accident, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé et sur quel navire ça s'est produit. Donc il est encore très difficile pour nous de retracer tout l'accident jusqu'à sa source. On a un travail assez important à faire là-dessus, mais nos ONG au Bangladesh sont les plus actives. Celles en Inde et au Pakistan, c'est beaucoup plus difficile. Oui, pour deux questions. L'une sur le thème du dégazage, justement, et autres pollutions maritimes. Dans le transport terrestre ou routier, dans le transport aérien, il y a des assurances, et les assurances imposent maintenant plus ou moins des boîtes noires, des systèmes qui permettent de vérifier en cas d'accident, en cas d'infraction, etc. Y a-t-il des choses similaires sur les bateaux, et quelle est la capacité de surveiller et de vérifier ces accidents, entre guillemets, liés à la pollution ou autre? Puis la deuxième question, concernant le démantèlement, c'est en fait, vous expliquez assez clairement que les conséquences, ou plutôt la réalité de ces pollutions, de ces problèmes de pollution sont très liés au fond au dumping social qui frappe directement tous les travailleurs bangladeshis, aussi bien dans le domaine d'autres domaines d'activité comme la fabrication des t-shirts et autres, avec toute pollution aussi correspondante et toute difficulté sociale. Y a-t-il un lien qui est fait au final entre les ONG qui militent contre ce dumping social sur les autres secteurs de l'économie et celui que vous évoquez? Je vais répondre à la première question. Donc effectivement, il y a des systèmes qu'on appelle de transpondeurs AIS qui sont implantés sur les navires. En revanche, l'obligation d'équiper un navire d'un transpondeur date de 2009.
autant vous dire que c'est une préoccupation relativement récente d'arriver à tracer ces navires. Problématique aussi autour de ces transpondeurs, pour qu'ils tracent, il faut qu'ils soient branchés. C'est un peu comme les disques des camions, où on peut enlever le disque ou le remplacer. Donc il y a aussi des pratiques autour des traceurs qui restent frauduleuses. Donc c'est une première réponse justement de traçabilité. Vous l'avez vu sur la vidéo, il y a quand même pas mal de navires qui le respectent. C'est une obligation qui est pour les navires européens. Bon, là, le Luno, c'est un navire espagnol, mais la plupart des dégazages sur lesquels on travaille au sein de Surfrider, ce ne sont pas forcément des navires européens. On a des Tunisiens, on a des Libériens, on a du Panama. Donc, ça reste encore quelque chose à généraliser que ce système d'AIS et de tracking du coût des navires. C'est pour nous un élément aussi de preuve justement par rapport aux satellites. Je vais laisser Delphine répondre sur la partie dumping social. Je dois dire honnêtement que le dumping social, ce n'est pas le focus principal de notre travail, mais on essaye quand même d'aborder la chose parce qu'on se rend bien compte qu'au Bangladesh, le démantèlement des navires n'est pas le seul problème. C'est un pays qui est extrêmement pollué. On arrache chaque jour des mangroves et ils sont exposés à des problèmes très graves à énormément de niveaux. Donc on a tout intérêt à s'organiser entre coalitions pour changer les choses à plusieurs niveaux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté le CCJ, qui est la European Coalition for Corporate Justice. Je ne sais pas s'ils ont un nom en français par contre, mais la coalition pour la justice. Ils travaillent avec la FIDH, etc. Je pense, oui. Donc on a travaillé avec eux on les rencontre à plusieurs reprises et eux ont travaillé sur des systèmes d'accès à des documents, de transparence. Ils travaillent en fait plus au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire avec les sociétés pour qu'elles améliorent leur reporting, pour qu'elles améliorent leur transparence et qu'on sache aussi qui est responsable de quoi. Donc c'est une longue route en fait, mais on essaie vraiment que chacun se focalise sur ses campagnes principales, mais que d'une manière générale, on puisse, voilà, si toi tu as une conférence, si tu as une pétition à faire suivre, si tu dois contacter telle ou telle société, moi je les connais, je connais telle personne, donc on s'organise entre coalitions pour pouvoir activer les leviers nécessaires, mais nous, on ne va pas aussi s'intéresser au problème du textile, mais on l'intègre dès qu'on peut. Mais on ne peut pas. On a essayé, mais on n'y arrivera pas. Par contre, dans les médias, on fait le lien. Donc, si un média nous pose la question de la tragédie de Rana Plaza, on fait le lien avec l'acier, on leur explique la mauvaise qualité, on leur explique les risques qui y sont liés, etc. Et le Guardian a un très bon blog là-dessus, environnement, sur lequel ils ont fait justement le lien entre le démantèlement, les problèmes de construction et la responsabilité sociale des entreprises. Donc à ce niveau-là, il y a encore des leviers qui restent à activer, mais les sociétés propriétaires de navires sont très peu nombreuses à être sensibles à ce genre d'action. Donc il faut augmenter le volume et il faut augmenter la pression, ça c'est clair. Oui, j'avais deux questions. Une pour Surfrider. Je voulais connaître le droit exact régissant en fait le dégazage au-delà et à l'intérieur de 200 miles par rapport à la distance côtière, s'il existait une réelle interdiction concrète en haute mer par exemple. Et ensuite une deuxième question concernant le changement de pavillon. Dans votre exemple de la petite princesse au pavillon français qui change de pavillon, quel était le droit qui régissait ce changement de pavillon? Est-ce qu'on avait vraiment le droit de changer de pavillon? Sur la précision juridique, donc, ce qui régit donc ce qu'on appelle le dégazage, donc c'est rejet volontaire d'hydrocarbures, on a un petit peu, parce que c'est pas des gaz en fait qui sont relâchés, donc ça n'est pas un dégazage, c'est la convention MARPOL. Donc je ne vais pas vous assommer avec tous les articles. Elle s'applique dans ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Donc grosso modo, ce que j'indiquais, c'est les 200 000 marins. Au-delà,
il n'y a pas de contrôle et il n'y a pas de sanction. Dans cette zone-là, il y a une tolérance. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail technique, qui est de 15 ppm. Cette tolérance donc, de 15 ppm, donc, on va dire qu'il y a un système de goutte à goutte de l'huile de vidange du navire qui est déversée peu à peu et qui se déverse grâce à ce qu'on appelle un séparateur d'hydrocarbures. Donc le séparateur d'hydrocarbures est un système de filtre, soit céramique, soit classique, qui va permettre cet écoulement de 15 ppm. On ne voit l'hydrocarbure à la surface de l'océan, à l'œil nu, en position verticale, c'est un peu important, mais c'est-à-dire que les marins ne le voient pas depuis le bateau, à partir d'une concentration de 100 ppm. Donc forcément, si on a un aéronef qui voit une irisation type pétrole à côté d'un navire, on est en infraction, puisque la tolérance est de 15 ppm. Donc ça, c'est transposé dans le Code de l'environnement. Cette convention internationale MARPOL vient intégrer le droit français, et c'est le droit français qui précise les sanctions qui peuvent aller jusqu'à plusieurs millions. Bien évidemment, comme je vous disais, dans la zone économique exclusive de la France, parce que là c'est le cas de la France, y compris les Outre-mer. Les juridictions qui sont compétentes donc, à faire le tour de la législation sont Marseille, Brest, Le Havre, et pour ce qui est des Outre-mer, la Réunion et la Martinique. Je crois que j'ai fait le tour à peu près de... Je laisse Delphine sur l'autre question. La réponse est oui. En fait, les armateurs sont totalement libres de choisir le pavillon qu'ils veulent pour leur navire. Maintenant, chaque pavillon a, au cours des années, s'est spécialisé dans un certain type. Et donc, on a énormément de navires qui sont pavillonnés au Panama ou au Libéria, qui en fait sont nés du fait que les Américains voulaient aussi échapper à leur propre législation et donc ont été se pavillonner au Panama et au Libéria. Maintenant, ce sont des pavillons qui sont reconnus, enfin, qui sont plutôt bien cotés au niveau international, comparé à de complaisance qu'on voit en fin de vie. Donc les Comores, Tuvalu, Saint-Christophe-et-Nièvre, Saint-Vincent et Grenadines, tous ces pays ou ces paradis fiscaux dont on n'entend jamais parler, ne devraient pas en fait avoir la possibilité d'être reconnus comme des pavillons acceptables, et notamment pour les navires en fin de vie. Donc il y a des systèmes en place qui listent les pavillons. L'ITF, donc la Fédération des travailleurs dans le secteur du transport, a une liste de pavillons de complaisance qui est assez large, parce que pour eux, si le propriétaire bénéficiaire d'un navire est basé dans un pays et utilise le pavillon d'un autre pays, c'est un pavillon de complaisance. Donc leur définition est assez large. Et il y a aussi, par secteur maritime, les Memorandum of Understanding, je ne sais pas si vous les connaissez. Pour notre région, c'est celui de Paris. Et donc, ils ont aussi des listes noires, grises et blanches qu'ils publient pour lister justement ces pavillons en termes de respect des règles en vigueur. S'ils font des contrôles, est-ce que tel ou tel navire avait tel pavillon? Dans ce cas, ils vont faire plus attention à tel et tel pavillon. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, l'armateur est totalement libre de faire ce qu'il veut. Donc, oui. Autrement dit, en choisissant le pavillon, il choisit son droit applicable. C'est aussi facile que ça. Oui. D'accord. Oui. Les pavillons sont obligatoirement sur un pays côtier et qui a l'accès à la mer, non? Non, parce que l'un des pires pavillons de complaisance était la Mongolie il y a quelques années. Ah d'accord. On utilise beaucoup cet exemple-là parce que c'est un des plus flagrants. Ces dernières années, on a aussi vu naître la Sierra Leone et Togo comme étant un des pavillons préférés pour les navires envoyés. On a aussi une préférence par pays, donc on a vu que l'Iran a beaucoup utilisé le Togo, par exemple. On ne sait pas pourquoi. Ils ont sans doute des liens commerciaux, fiscaux. Enfin, il faudrait un peu chercher là-dessous. La Suisse, tu sais. Luxembourg et la Suisse aussi sont, oui, sont des destinations de choix.
J'espérais que justement le Luxembourg, la Suisse et Andorre ne soient pas d'accord. Bon. Alors, il y a encore 2 dernières questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent poser, mais réfléchissez bien. Bonsoir. Est-ce que, comme c'est le cas pour le droit des femmes, par exemple, le réseau diplomatique français ou les délégations de l'Union européenne qui sont présentes dans les pays qui font ces démantèlements, ou dans les pays où vous agissez, ont des programmes de coopération pour agir là-dessus, ou vous soutiennent dans le cadre de leur soutien aux ONG? Les gouvernements, vous voulez dire? Pas... Oui, l'ambassade de France, l'Union européenne qui ont des programmes de coopération dans différents domaines. Est-ce qu'ils agissent dans ce domaine-là? Alors, au Pakistan, non. Il faut dire qu'au Pakistan, le chantier de démantèlement est situé au Balochistan, qui est une des régions les plus perturbées. Il y a eu un tremblement de terre il n'y a pas longtemps qui n'a pas arrangé les choses, donc ce n'est pas une région facile. À Lang en Inde, c'est dans la région du Gujarat, donc assez proche du Pakistan. Là, il n'y a pas de. Le Japon a voulu un instant, puis ça a été mis à l'eau, mais c'est une mauvaise utilisation, donc ça n'a pas été retenu. Au Bangladesh, le programme qui est encore retenu en ce moment, c'est un programme qui est financé par le programme de développement du gouvernement norvégien. On n'est pas tout à fait d'accord avec leurs priorités. Maintenant, on essaye de se tenir au courant, de voir s'ils proposent que les travailleurs soient formés et de payer pour que les travailleurs soient formés et aient accès à l'équipement. On est pour. Maintenant, ce n'est pas en donnant des gants et des casques aux travailleurs qu'on va changer des choses. Donc en fait, pour nous, il faut commencer par arrêter d'échouer les navires. S'ils veulent faire les choses correctement, les navires ne seraient pas échoués à Chittagong, sur les plages, mais seraient dans les ports de Chittagong. Il y a des ports, des deep sea, qui sont assez profonds pour que les navires aillent dans les ports. Les ports sont les endroits où le démantèlement devrait avoir lieu, parce que c'est là qu'on peut recycler facilement, c'est là qu'on peut avoir des grues, c'est là qu'on a un équipement, c'est là qu'il y a les conventions, c'est là qu'il y a la législation Marpol. Donc dans un certain ordre de grandeur, c'est dans les ports qu'on peut le mieux légiférer. Donc ce n'est pas à Lang qu'on devrait envoyer les navires, mais dans un port plus profond, et on devrait aussi avoir des contrôles plus stricts. Il n'y a pas de coopération juridique ou technique sur ces Alors domaines. si, la Convention de Bâle, justement, qui n'est pas qu'un texte, c'est aussi une organisation qui est placée sous l'égide du programme environnement des Nations Unies. La Convention de Bâle a reçu de l'argent de la Commission européenne et ils sont en train, au Pakistan, d'étudier la question. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits ? C'est qu'ils essayent de voir comment est-ce qu'ils peuvent remplacer l'échouage par une autre technique. Mais bon, pour avoir accès sur ces plages, dans les chantiers, voir sur place, faire des tests, comparer les méthodes, il faut qu'ils aient dans leur poche aussi les propriétaires des chantiers, les autorités locales. Et donc, les choses sont très très lentes et sont un peu embourbées. Je pense que dans certains cas, on peut être dans la bonne direction, mais nous, on est vraiment contre l'échouage parce que c'est de là que naissent tous les problèmes. Donc oui, pour un remplacement de la méthode, mais un remplacement net et qu'on bouge l'industrie au bon endroit. Sur les aspects diplomatiques, il faut aussi penser que s'ils peuvent être au profit des droits de l'homme, ils peuvent aussi être au profit des intérêts économiques. Et j'ai un exemple au niveau européen. La diplomatie française a tendu à obtenir des dérogations pour les armateurs sur la réduction des gaz à effet de serre. Donc il y a aussi ce conflit d'intérêts entre les droits de l'homme, les droits de l'environnement et les intérêts économiques. Et le problème, c'est qu'en ce moment, les intérêts économiques priment assez souvent. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être ? On prend la dernière question. Oui, bonsoir, merci pour votre exposé, c'était très intéressant. Pour ma part, je suis conducteur de train et je transporte très régulièrement des conteneurs comme vous avez montré. Il ne nous arrive jamais d'en perdre, bien heureusement. Et par contre, je suis très surpris des chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure. J'ai une question technique et une question par rapport aux conditions de travail des ouvriers qui démantèlent ces navires poubelles. La question technique concernant les matières dangereuses. Durant votre voyage au Bangladesh, au Pakistan, je ne sais plus,
J'espère que vous allez me dire que vous n'avez pas relevé, parmi les matières dangereuses référencées dans le Code international, de matières dangereuses nucléaires. Est-ce que le cas? Je pense à la propulsion, mais aussi au transport des matières nucléaires. Alors, on n'en a pas relevé. Je ne pense pas que ce soit une menace, parce que le nucléaire est extrêmement bien légiféré. Enfin, beaucoup mieux légiféré, mais bon, c'est pas difficile, que les déchets dangereux. Maintenant, le risque existe. On peut retrouver des choses beaucoup plus petites dans les déchets qui ne sont pas des déchets nucléaires, mais qui sont peut-être des déchets radioactifs. Je fais bien la différence parce que on parle de deux choses différentes à mon sens. Maintenant, on ne retrouvera, et ça c'est un point que j'aurais dû faire parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on ne retrouvera pas de navires militaires dans les chantiers de démantèlement là-bas, parce que ce sont des navires qui sont légiférés d'une manière différente et donc ils doivent être décontaminés dans des conditions très strictes. Donc voilà, maintenant, je pense que c'était dans le cas des piles, par exemple, on avait retrouvé des piles... il y avait certains... Je peux vous envoyer plus de recherches là-dessus si vous le voulez. Il faudrait que je fasse une petite recherche là-dessus, mais j'avais trouvé un article qui relatait ça. Ouais, ok. Donc en fait, par rapport à ce risque nucléaire, le cadre légal est mieux encadré que pour d'autres risques de matières dangereuses, si on comprend bien. Ce qui amène ma deuxième question, qui est plus sur un cadre juridique et légal. Puisque tout le monde sait que ces plages emploient des gens qui ont, comme vous le disiez tout à l'heure, une espérance de vie de à peu près 45-50 ans, pourquoi est-ce qu'au niveau juridique, on n'emploie pas le mot, je ne l'ai pas entendu une seule fois, le mot d'homicide, puisqu'on envoie ces gens vraiment au casse-pipe, carrément, on peut le dire. Hein. Alors, on l'a déjà utilisé. Je n'utiliserai pas ici parce que la conférence est retransmise et que je parle au nom de l'ONG. C'est un terme qui est assez lourd. Et c'est une accusation assez difficile à soutenir. Maintenant, dans le cadre, par exemple, de l'accident qui a eu lieu en octobre 2012 à bord d'un navire britannique qui avait été échoué à Alagne et suite auquel 4 ouvriers sont morts et le 5e est mort à l'hôpital, il est clair que les conditions nécessaires n'ont pas été prises pour assurer la sécurité des travailleurs. C'était une explosion qui aurait pu être évitée. De là à faire le pas vers l'homicide, je ne peux pas. Mais voilà, l'envie m'en démange, mais je ne peux pas accuser une société C'est comme les ouvriers, ça leur gratte les mains, mais nous, ça nous démange aussi de pouvoir le dire. Oui, voilà. Mais en fait, on ne parle pas que d'accidents mortels, on parle aussi d'accidents qui blessent et qui, comment est-ce qu'on dit, qui handicapent. Donc, on perd un bras, on perd ses doigts, on perd comment est-ce qu'on appelle ça, l'audition, on l'a vu. Ce sont des personnes qui sont perdues parce que le suivant peut tout aussi faire le même travail puisqu'ils ne sont pas formés. Donc, c'est un travail extrêmement physique. Et si l'un ne le veut pas, l'autre le prendra. Donc, dès qu'on perd une partie de son adaptation physique, une autre personne sera là pour prendre le travail. Non seulement cette personne-là, qui sont donc perdus, qui ont perdu leur accès à leur travail, si on peut appeler ça un travail, mais aussi les personnes qui respirent toutes ces substances toxiques. Donc l'exposition à l'amiante est quelque chose d'extrêmement grave, l'exposition aux câbles que l'on brûle, donc ce sont des PVC, ça crée énormément de pollution. Les personnes qui respirent ça développent des maladies cancérigènes à un taux très élevé. Donc, on n'a pas d'études précises là-dessus. Maintenant, une étude a été menée à Alagne et c'était entre 16 et 20% des travailleurs qui avaient été, ça remonte à 2006, 16 et 20% des travailleurs qui avaient été auscultés présentaient une asbestose des poumons ou les symptômes qui allaient amener à l'asbestose. Donc voilà, il y a aussi toutes ces victimes-là auxquelles on ne pense pas, mais qui sont aussi victimes du problème. Une dernière question. Je pense qu'on peut aussi parler, par contre, facilement d'esclavagisme. Je repense à la photo avec la chaîne vers le navire. Ça fait vraiment penser aux pyramides d'Égypte. Et on est quelques siècles plus tard, il me semble.
Oui, je voulais juste poser une question, savoir, je crois qu'en URSS aussi, il y a des cimetières de bateaux, il y a des problèmes de pollution avec les bateaux et tout ça. Est-ce que votre domaine d'action s'étend aussi à ces régions-là? Alors, on aimerait, mais ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, ces bateaux-là sont abandonnés. Donc, ça paraît un peu bête, mais au niveau international, les navires qui sont abandonnés ne sont pas envoyés au recyclage, et donc ce n'est pas la même façon de légiférer. Il y a une autre convention qui est responsable des navires abandonnés. Maintenant, on pourrait très bien activer les mêmes leviers pour qu'ils dépolluent et pour qu'ils recyclent les navires. En fait, ce qui s'est passé, par exemple, j'en parlais tout à l'heure en Mauritanie, il y a un cimetière qui est assez bien connu du côté de Nouadhibou, c'est près du Maroc. Donc ce sont des navires, en fait, on suspecte fortement les autorités du port de Nouadhibou d'avoir été payées pour laisser les navires s'échouer. Et donc il y avait toute une série de navires qui bloquaient le port de Nouadhibou et qui empêchaient non seulement les navires pêcheurs de sortir, mais aussi d'entrer. Et donc la Commission européenne a débloqué des fonds pour faciliter le recyclage de ces épaves, qui étaient alors des épaves et considérées comme abandonnées, etc. Faisait partie de l'accord aussi la possibilité pour les navires européens d'avoir dans le futur accès aux eaux pour pouvoir pêcher. Donc il y avait toute une série d'accords qui n'est pas une mauvaise chose, mais il faut le savoir. Ces navires ont été en partie démantelés, l'amiante et d'autres déchets dangereux ont été containerisés, donc ils ont été mis dans des containers, ces containers ont été déposés dans le port de Nouadhibou et certains ont disparu. Où sont partis ces containers? On pense qu'ils ont été exportés vers le sud du Maroc où ils ont été abandonnés. Donc en fait, on est vraiment, même dans le cadre de l'abandonnement des navires et du recyclage de ces épaves, on est face au même problème. Donc on a écrit à la commission pour s'en plaindre. Ils nous ont envoyé un document qui datait de 2002 et qui relatait le plan de démantèlement, mais qui était extrêmement dépassé. Les nouvelles épaves n'en faisaient même pas partie. Donc voilà, à ce niveau-là, il y a un grand problème de nouveau de transparence, de manque d'information, d'échange d'informations qui est assez long. Mais on espère pouvoir s'en occuper. Ok. Je voulais vous remercier pour la qualité de vos interventions et à vous pour la qualité de vos questions. Remercier aussi les gens qui nous ont suivis en streaming. Je vais vous inviter à aller voir l'exposition Gilles Plantade, donc avec ses sculptures en acier, et l'expo photo de Pierre Torcet. Je dis pas de bêtises. Avant, quelques éléments techniques, parce qu'il y a le chef du campus qui me regarde. Si vous avez envie de laisser vos coordonnées pour avoir plus d'informations sur Surfrider, n'hésitez pas à laisser vos cartes de visite dans l'aquarium ou de laisser vos coordonnées sur un papier libre. N'hésitez pas non plus à remplir le petit questionnaire pour qu'on apprenne à un peu mieux se connaître. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Vous annoncer que la prochaine exposition aura lieu en avril. J'ai déjà remercié Rémi. Encore merci Rémi pour ce streaming de qualité. Et le prochain grand événement de Surfrider, ce seront les initiatives Océane que vous devez quasiment tous connaître, qui auront lieu du 20 au 23 mars pour le temps fort. Voilà, je vous remercie.